Le 6 mars 1465, lorsque Louis XI eut connaissance de la fuite de son frère, il soupçonna immédiatement les princes d'avoir fomenté un complot contre lui. Mais à ce stade, il n'en mesurait pas encore l'ampleur. Inquiet, il s'attela à rédiger de nombreuses lettres circulaires à l'attention des villes et des seigneurs, afin de les informer de la sédition et de leur rappeler leur devoir de loyauté. Le roi écrivit également aux princes, auxquels il demandait assistance. Quelques jours plus tard, Louis apprenait que Charles de Charolais, le fils de Philippe le Bon, s'associait à la rébellion du duc de Bretagne. Bientôt, il fut informé des préparatifs de guerre menés par Jean II de Bourbon, cependant que le duc de Nemours, Jean d'Armagnac, occupait Montmorillon, à quelques lieues de Poitiers. Louis XI saisissait enfin l'ampleur de la coalition qui s'était formée contre lui. Par prudence, il multiplia les missives destinées à conserver l'appui des villes, et donc de leurs fortifications. Il lança également des appels à l'aide dans le Dauphiné et le Lyonnais, ainsi qu'auprès de sa sœur, la duchesse de Savoie. Francesco Sforza, duc de Milan, fit bientôt savoir qu'il fournirait lui aussi des renforts au roi. Pendant les mois de mars et d'avril 1465, Louis XI tenta vainement de négocier avec le duc de Bretagne ainsi qu'avec l'héritier du trône, Charles de France. Pendant ce temps, la ligue princière se renforçait chaque jour un peu plus. Chaque lignage avait son champion et ses revendications. Les Angevins, pour leur part, avaient rallié tous les partis simultanément, Charles du Maine ayant rejoint Louis XI en tant que lieutenant général du royaume, Jean de Calabre, duc de Lorraine, s'étant associé à la conjuration, tandis que René d'Anjou s'était enfermé dans une neutralité passive, comptant endosser le rôle de pivot politique entre les deux factions. Le jeune duc de Bretagne, François II, avait pour sa part préparé son domaine à la guerre depuis fin 1464. Depuis l'avènement de Louis XI, il avait également accueilli en ses terres de nombreux transfuges de la cour de France que le nouveau souverain avait chassés. Parmi eux, bon nombre étaient de grands officiers de la guerre de Cent Ans comme Dunois et Jean de Beuil. Le duc de Bretagne pouvait également compter sur le concours de Charles de France, l'influençable frère et héritier du roi Louis, dont la contribution était essentielle au succès politique de la Ligue. La maison de Bourgogne, quant à elle, était représentée par le comte de Charolais, fils de Philippe le Bon. Le vieux duc, tombé gravement malade en mars, avait laissé son fils régir toutes les affaires de l'état bourguignon du fait de son incapacité. Du reste, Philippe le Bon lui-même avait fini par prendre ses distances avec Louis XI. Devenu tout-puissant en Bourgogne, le futur Charles le Téméraire obtint ainsi des États généraux le 27 avril 1465 la levée d'une aide pour la guerre. Par conséquent, en mai 1465, la Bourgogne rejoignait ouvertement la coalition princière contre le roi de France. S'associant aux princes mécontents, l'abject comte d'Armagnac, ainsi que le duc de Nemours, pourtant si redevable à Louis XI, vinrent eux aussi grossir les rangs de la rébellion. Enfin, le duc de Bourbon, l'âme de cette ligue dite du bien public, s'engagea le premier dans la lutte armée, en occupant plusieurs cités d'Auvergne. En vue de s'attirer le soutien des villes, il publia au nom de la Ligue un programme de gouvernement des plus démagogiques, dont la suppression pure et simple des impôts constituait la mesure phare. Une guerre des propagandes se fit jour entre le roi et le parti des princes. De part et d'autre, on s'opposait des manifestes, on pratiquait la surenchère, on arguait de son bon droit en vue de s'arracher les grâces des villes de France. Les grands féodaux accusaient le souverain d'injuste ponction fiscale et de mauvais gouvernement, à quoi Louis XI répliquait en invoquant le temps des troubles qu'avait entraîné le gouvernement des princes sous Charles VI et la charge considérable que les pensions princières faisaient peser sur les contribuables. Les Français, quant à eux, désabusés, observaient d'un air narquois cette ligue des intérêts particuliers, s'autoproclamant ligue du bien public. Pour autant, bourgeois et paysans ne rechignaient guère à la perspective de baisse d'impôts. Il fallut ainsi attendre le mois de mai 1465 pour voir le roi Louis partir en campagne. Sa stratégie était la suivante. Profitant du délai de mobilisation des autres belligérants, Louis XI comptait écraser ses ennemis les plus faibles, les seigneurs du Midi, en vue de conclure avec eux une paix séparée. Le sud du royaume ainsi pacifié, il envisageait dans un second temps de retourner son armée contre la Bourgogne et la Bretagne. L'enjeu, à cette fin, était d'empêcher la jonction de ces deux adversaires et de les battre l'un après l'autre. Pour ce faire, les forteresses de l'ouest et du nord du royaume devaient impérativement demeurer à la dévotion du roi de France. Le 24 avril, Louis quittait Tours avec 1200 lances et une forte artillerie, soit environ 10 000 hommes. Cette armée marchait sur le Berry, dont la capitale, Bourges, était tombée entre les mains du bâtard de Bourbon. Veillant à ne pas perdre de temps, Louis XI décida d'isoler la cité en occupant le reste du Berry, puis pénétra dans les terres du duc de Bourbon.
Le duc, plein d'astuces, proposa au roi une trêve en vue de négocier la paix. Le roi accepta de suspendre le conflit, mais Jean de Bourbon trouva toujours prétexte pour prolonger les pourparlers. Louis XI perdit ainsi 3 semaines à tenter de discuter avec un duc uniquement soucieux de gagner du temps. En juin en effet, Charles de Charolais était parvenu à franchir la Somme et a envoyé 200 lances en Bourbonnais, tandis que les seigneurs d'Armagnac et d'Albret atteignaient l'Auvergne avec leurs propres troupes. Ainsi renforcé, Bourbon s'emparait de Riom le 19 juin. Comprenant qu'il avait été joué, Louis XI fit lui-même jonction avec le contingent dauphinois de Robin Malorty, puis captura Ganat. Les princes lui firent alors parvenir un nouveau projet de traité, auquel le roi ne donna pas suite. Le 23 juin, Louis était à son tour devant Riom. Le duc de Bourbon, quant à lui, avait pris la fuite avant son arrivée. Seuls les ducs de Nemours et d'Armagnac demeuraient dans Riom assiégés. Louis XI accepta tout de même de parlementer avec eux, car il était informé de l'avancée préoccupante de l'armée bourguignonne qui menaçait directement Paris. Fin juin, le roi obtenait des Armagnacs un accord sans grand intérêt, que Jean de Bourbon dénonça et que les signataires ne respectèrent guère. En piètre posture, Louis XI prenait ainsi la route de Paris, talonné par les armées de Bourbon et d'Armagnac, tandis qu'au même moment, son entourage complotait contre lui, heureusement sans succès. Tandis que l'armée royale piétinait dans le Midi, les coalisés s'étaient répandus dans le Nord. Devant la passivité de René d'Anjou, les troupes bretonnes avaient franchi la frontière sans rencontrer de résistance et s'établissaient le 10 juillet à Vendôme. Les Bourguignons, pour leur part, cantonnaient au sud de Saint-Denis depuis le 3 juillet 1465. Charles de Charolais, conscient de l'intérêt stratégique de Paris pour la victoire politique de la Ligue, exigea de la capitale qu'elle lui ouvrît ses portes. Il suffisait en effet que Paris tombât pour que les autres villes du royaume en fissent de même. Mais face au refus des Parisiens de se rendre à l'envahisseur, les Bourguignons décidèrent d'isoler la cité. Le 11 juillet, Charolais s'emparait ainsi du pont de Saint-Cloud, puis, informé de l'arrivée imminente de l'armée royale, il prit la route d'Orléans pour marcher contre Louis XI. Le 13 juillet, en effet, les compagnies du roi atteignaient Orléans. Les 25 000 hommes de l'armée royale devaient ainsi faire face à 20 000 Bourguignons établis à Longjumeau le 15 juillet, ainsi qu'à 12 000 Bretons, cantonnés à Châteaudun et dirigés par les meilleurs commandants de leur temps. De fait, il ne restait à Louis XI qu'une seule option, précipiter l'engagement pour écraser les Bourguignons avant leur jonction avec les Bretons. Au prix d'une rude marche forcée, l'armée de Louis XI atteignait Étampes, où elle fut ralliée par le comte du Maine et l'amiral de Montauban. Le roi eut également la surprise de trouver parmi ses rares soutiens son vieil ennemi d'autrefois, le valeureux Pierre de Brézé. Homme fort du gouvernement de Charles VII du temps d'Agnès Sorel, Brézé était venu porter assistance au roi Louis en tant que serviteur de la couronne de France. Cet apport inespéré était précieux à Louis XI, à l'heure où toute la noblesse semblait l'abandonner. Forte de ses 2200 lances et commandée par de bons capitaines, la troupe du roi disposait encore de quelques atouts. Mais, haletante de leur longue marche, les compagnies s'étiraient dangereusement sur de nombreux lieux entre Orléans et Étampes. Fallait-il attendre le reste de l'armée ? Louis XI, craignant que l'armée bretonne ne se mît en marche contre lui, exclut cette option. Il fallait attaquer au plus vite. Le 15 juillet au soir, le roi informait Paris que la grande bataille aurait lieu le lendemain. Le 16 juillet 1465, aux premières lueurs de l'aube, les armées du roi et de Bourgogne se mettaient en mouvement. Les troupes royales, qui avaient passé la nuit à Étréchy, faisaient route vers la butte de Montlhéry, quelques milles plus au nord. De son côté, Charles de Charolais, le fils du duc de Bourgogne, avait fait cantonner l'essentiel de son armée à Longjumeau. Assisté de son beau-frère, le grand bâtard Antoine de Bourgogne, le futur Charles le Téméraire disposait d'une redoutable cohorte forte de plus de 20 000 hommes et dotée d'une puissante artillerie. Face à lui, la majeure partie des compagnies de Louis XI étaient toujours en chemin depuis Orléans. Les cavaliers, plus rapides que les soldats à pied, formaient ainsi le gros de l'armée royale parvenue à Montlhéry. Désavantagée, la troupe de Louis XI ne comptait que 12 000 à 14 000 hommes disponibles et presque pas d'artillerie. En privé, Pierre de Brézé, grand sénéchal de Normandie, recommanda au roi d'attendre le reste de l'armée en cours d'acheminement avant d'engager la bataille. Mais Louis, soucieux d'écraser les Bourguignons avant l'arrivée des Bretons, ne souhaitait pas perdre plus de temps. Une rumeur en effet annonçait que l'armée de François II avait quitté Châteaudun dans la nuit du 13 au 14 juillet, en vue de rallier celle de Charles de Charolais. Louis, craignant de voir apparaître à l'horizon les bannières de Bretagne, décida donc de précipiter le combat malgré son infériorité.
le comte de Charolais pour sa part avait prévu de livrer bataille à Longjumeau, où il avait fait camper son hoste. Or, à 7 km au sud de sa position, non loin de la bourgade de Montlhéry, un détachement commandé par le comte de Saint-Paul s'était posté en avant-garde de l'armée bourguignonne et attendait les Français de pied ferme. Rappelé par le comte de Charolais car trop exposé, Saint-Paul refusa de se replier sur Longjumeau avec ses 8000 hommes. Prêt à en découdre, il plaçait ses hommes en ordre de bataille sans tenir compte des instructions. Inquiets, Charolais et le grand bâtard de Bourgogne décidèrent de rejoindre Saint-Paul avec leurs 20 000 hommes avant l'arrivée du roi. Ainsi, dans la plus totale improvisation, les Bourguignons parvinrent, bon gré mal gré, à se rassembler dans les champs de blé de Montlhéry, au prix d'une pénible marche forcée qui épuisa physiquement les combattants, les priva de nourriture et de messe. De son côté, l'armée de Louis XI approchait de Montlhéry en ordre dispersé pour se mettre en ligne sous les yeux des Bourguignons. S'établissant au sommet de la colline de Montlhéry, que dominait une vieille forteresse, le roi nomma Pierre de Brézé à la tête de son aile droite, forte de 400 lances, et lui ordonna de prendre position face aux soldats du comte de Saint-Paul. Louis XI en personne prit le commandement de la bataille principale, 1 millier de lances, qu'il plaça au centre du dispositif, entre la butte et le village de Montlhéry, en face des troupes du grand bâtard de Bourgogne. Puis il confia l'aile gauche à son oncle, le comte du Maine, à la tête de 800 lances de cavaliers angevins. Celle-ci devait affronter les hommes de Charles de Bourgogne. Disposant en large majorité de cavaliers, Louis XI ne pouvait tirer profit de sa position défensive sur la butte, la cavalerie lourde n'étant efficace que dans des charges offensives. Aussi le roi adopta-t-il un plan de bataille parfaitement cohérent, compte tenu de ses moyens. Dans un premier temps, Pierre de Brézé, posté sur la droite, devait briser la gauche bourguignonne par une puissante charge de cavalerie. Une fois la percée effectuée sur la droite, Louis XI lancerait ses cavaliers pour fragiliser et fixer le centre bourguignon, cependant que les hommes de Brézé pivoteraient pour harceler le flanc gauche du bâtard de Bourgogne. Enfin, à gauche du dispositif, le comte du Maine devait charger les troupes du comte de Charolais, les empêchant ainsi de porter assistance au reste de l'armée bourguignonne. En complément, Louis XI avait ordonné au maréchal Rouault ainsi qu'à Charles de Melun, à la tête de la garnison cantonnée à Paris, de faire marcher leurs 200 lances sur les arrières des Bourguignons. Rapidement, le comte de Charolais comprit que l'armée royale ne disposait que de cavalerie lourde. En bonne logique, il ordonna l'installation des serpentines, coulevrines et autres pièces d'artillerie, fit armer les archers de Saint-Paul et disposa ses 500 archers anglais en position défensive. Puis aux préparatifs se substitua une longue attente, chaque armée se rapprochant lentement de l'autre en s'insultant par des gestes. L'artillerie bourguignonne ouvrit le feu sur les troupes françaises, qui ripostèrent à leur tour par des tirs. Des deux côtés, l'attente, comme la chaleur de l'été, devenait insupportable. Impatients de frapper leurs ennemis, les archers de Saint-Paul s'avancèrent péniblement dans les champs de blé, d'avoine et de fèves, suivis des cavaliers bourguignons. Les voyant progresser dangereusement vers ses lances, Pierre de Brézé fit déplacer ses cavaliers dans un fossé, à l'abri d'une grande haie située entre les deux armées. Les archers bourguignons, incités à avancer jusqu'à être à portée de tir, s'approchèrent encore de l'aile droite française. Craignant d'être vulnérables, Brézé décida de faire replier ses cavaliers vers des positions plus sûres, sur les hauteurs. Voyant les troupes françaises faire mouvement, les cavaliers bourguignons, croyant soit à une retraite soit à une charge des Français contre leurs archers très exposés, s'élancèrent à leur trousse dans le désordre le plus complet. Dans leur exaltation, les cavaliers de Bourgogne, déchaînés, ne se privèrent pas de percuter leurs propres archers anglais. Cet élan sur son aile gauche entraîna en avant toute l'armée bourguignonne. Alors, tirant profit de l'enthousiasme débridé de ses ennemis et de leur assaut irréfléchi, l'habile Pierre de Brézé rassembla toute sa cavalerie lourde sur la butte de Montlhéry. Puis, ordonnant à ses escadrons de se diviser en deux corps, il fit fondre toutes ses lances dans une charge coordonnée. Bientôt, l'essaim informe de cavaliers bourguignons qui galopaient en toute hâte en direction de la haie vit apparaître sur ses flancs un flot de lances françaises les contournant à vive allure avant de converger avec force sur leur proie. Ainsi enveloppée par les ailes, l'impétueuse cavalerie bourguignonne fut étrillée sous le choc. Hélas, l'audacieuse charge conduite par Pierre de Brézé lui coûta la vie. Poussant néanmoins leur avantage, certains escadrons français en quête de richesse se ruèrent sur le campement bourguignon, laissé à l'abandon sur les arrières de l'armée du comte de Saint-Paul. Au même moment, la gauche bourguignonne était enfoncée par la cavalerie lourde. Désemparés, nombre de Bourguignons, harcelés par l'aile droite française, se débandèrent pour regagner Longjumeau. Comme prévu, Louis XI, voyant le succès des hommes de Brézé sur sa droite,
prit à son tour la tête d'une charge de 400 lances contre le centre bourguignon. Devant la brutalité de l'impact, les rangs bourguignons furent sévèrement clairsemés et leur cohésion largement mise à mal. S'ensuivit une féroce mêlée à laquelle Louis XI participa directement pour encourager ses hommes. Quoique désavantagée par le combat de corps à corps, pour lequel la cavalerie lourde n'était pas des plus efficaces, l'armée royale semblait en bonne voie de l'emporter. L'aile gauche de l'armée de Bourgogne était annihilée, et son centre morcelé en petits groupes épars pressés de tous côtés. Il ne manquait plus qu'à lancer l'aile gauche française contre Charles de Charolais, et c'en était fait de la Ligue du bien public. Or, le comte du Maine, qui appartenait à l'intrigante maison d'Anjou, ne suivit pas les ordres du roi. Loin de lancer la charge contre l'aile droite bourguignonne, il se contenta de fuir avec ses 800 lances, laissant Louis XI aux prises avec le reste des Bourguignons. Alors que la victoire semblait acquise, ce retournement de situation, cette trahison du comte du Maine, pouvait à présent conduire à l'anéantissement de l'armée royale. Il suffisait que le comte de Charolais tournât le centre français et en chargeât le flanc et les arrières pour que la bataille fût gagnée. Par chance pour Louis XI, Charles de Charolais, voyant les cavaliers angevins s'enfuir au grand galop sans autre explication, interpréta mal la situation. Prenant la tête de sa cavalerie sans grande réflexion, il décida de poursuivre les fuyards, peut-être par crainte d'une ruse ou en vue de s'emparer d'un butin. En conséquence, seule une partie de l'aile droite bourguignonne eut la présence d'esprit d'attaquer le centre français sur son flanc gauche, limitant ainsi les dégâts pour les hommes du roi. Au même moment, inquiet devant la tournure que prenaient les événements, le grand bâtard de Bourgogne prit l'initiative d'attaquer de front le centre français. Passé à 2 doigts du désastre, les 2 armées se retrouvaient à présent emportées dans une mêlée confuse, sclérosée en dizaines de petites unités bataillant sans grande cohérence, chacune espérant vaincre l'autre à l'usure. L'armée de Louis XI, inférieure en nombre et dépossédée de son avantage tactique, la charge, n'avait aucune garantie de victoire. De même, l'armée du grand bâtard de Bourgogne, épuisée, démoralisée et sérieusement bousculée par la cavalerie lourde française, pouvait céder à chaque instant. De part et d'autre, les artilleurs, hagards, décidèrent d'avancer leurs pièces jusque sur le champ de bataille et de tirer leurs projectiles au hasard dans la cohue. Le roi, alternant entre rallier les fuyards et encourager ses troupes, se battait au milieu de ses hommes. Le grand bâtard de Bourgogne lui-même aurait affronté le roi en personne pendant la bataille. Au plus vif du combat, le cheval de Louis XI fut transpercé d'une lance. Le roi tomba si brutalement à terre que tout le monde le crut mort. Un hurlement de triomphe s'éleva dans les rangs bourguignons, tandis que les troupes françaises, accablées, amorcèrent un repli. Faisant cercle autour du roi, la garde écossaise l'aida à se relever, puis lui apporta une nouvelle monture. De nouveau en selle, Louis XI veilla à être reconnu de ses hommes et à les ragaillardir. « Vous voyez, mes fils, je ne suis pas pris, revenez !» Et il les harangua de plus belle. « N'ayez crainte, aujourd'hui la victoire est à nous. » Le voyant, les hommes reprirent courage. Puis, en se repliant pour allier les fuyards sous son étendard, Louis XI put constater le surnombre des Bourguignons. Craignant pour le moral de l'armée, il décida donc de rejoindre ses hommes au milieu du combat et de les encourager une fois encore. « N'y en eût-il que 6 comme nous contre les Bourguignons, nous vaincrions quand même. » Le corps à corps dura longtemps, dans la plus totale confusion. Enfin, les lignes du bâtard de Bourgogne se fissurèrent, se délitèrent. Un soudain mouvement de recul s'empara de certains groupes bourguignons. Bientôt, toute l'armée de Bourgogne était en fuite vers son campement. Louis XI, conscient de l'état de profonde fatigue des troupes, ne lança pas de poursuite désordonnée. Il reforma ses rangs, puis ordonna de se replier sur la butte. Craignant le retour de Charolais et de ses hommes, qui n'avaient pas reparu depuis sa chasse aux cavaliers angevins, le roi ordonna à quelques lances de couper la route du sud. Finalement, le fils du duc de Bourgogne regagna Montlhéry en fin d'après-midi à la tête d'une 40aine de cavaliers essoufflés, tandis que la bataille était terminée. Confiant, le téméraire, pensant la victoire acquise et le château de Montlhéry aux mains des Bourguignons, chemina directement vers la forteresse. Quelle ne fut sa surprise lorsque, s'approchant des remparts, le comte de Charolais discerna les archers de la garde écossaise. Comprenant tout à coup son erreur, Charles tenta d'entraîner ses hommes en arrière pour regagner leur ligne. Mais, assailli par des dizaines de guerriers furieux cherchant à l'empoigner, le seigneur de Bourgogne fut désarçonné, manqua par 2 fois d'être capturé, échangea quelques coups d'épée mais parvint néanmoins à s'enfuir, sa gorge sanguinolente et son étendard en haillons. Ainsi s'acheva la triste bataille de Montlhéry, coûteuse en vie humaine, mais sans réel vainqueur. Pendant le combat, chaque camp avait successivement frôlé, et ce à plusieurs reprises, le triomphe et la catastrophe. Sans la trahison du comte du Maine,
Louis XI eût aisément brisé le reste de l'armée bourguignonne, et par conséquent l'ensemble de la coalition princière. De même, sans l'enthousiasme débridé des capitaines de Bourgogne, la Ligue eut tôt fait de réduire à néant le reste de l'armée royale, instaurant par conséquent en France un nouveau gouvernement des princes. Le succès n'ayant souri à aucune des deux factions, chaque camp était épuisé physiquement et moralement et estimait ses pertes sans grande consolation. D'après Philippe de Comines, la bataille de Montlhéry avait fait 2000 morts de chaque côté. Les Bourguignons en particulier étaient singulièrement en proie à l'aigreur. À court de vivres et d'hommes vaillants, ils hésitèrent même à regagner la Bourgogne. Seule la crainte de voir le roi fondre sur une armée en retraite, car affichant de fait ouvertement sa fébrilité, retint Charles de Charolais d'un repli hors de France. Pour sa part, Louis XI n'avait pas écrasé son adversaire comme il le désirait. Seule la déroute de l'Ost bourguignon eût entraîné la dislocation de la Ligue du bien public. Bientôt assistée des milliers de soldats de Bretagne, de Bourbon, de Lorraine et d'Armagnac, la troupe du comte de Charolais, amoindrie mais non défaite, demeurait terriblement dangereuse. De plus, pour le roi, la journée avait été éprouvante. Son ennemi de 20 ans, Pierre de Brézé, dont Louis avait ardemment désiré la perte lorsqu'il n'était que dauphin de France, avait dans la bataille montré tant de vaillance à servir le roi qu'il l'avait payé de sa vie. Pour le grand sénéchal de Normandie, écrira Panigarola, le roi ne cesse de s'affliger. Au même moment, les opportunistes de Genappe, l'amiral de Montauban et le seigneur de la Barde, qui devaient positivement tout à Louis XI, avaient suivi sans honte le comte du Maine dans sa fuite. Toute l'affaire de la Ligue du bien public avait ainsi démontré une chose que sans doute Louis XI commençait à percevoir. L'ensemble du réseau de fidèles qu'il croyait avoir acquis à sa cause avait révélé toutes ses faussetés. Les complaisants que le roi avait placés en 1461 n'avaient guère plus d'honneur et de zèle à le soutenir que les loyaux serviteurs de son père. Comprenant qu'il avait manqué sa chance à Montlhéry, Louis XI décida de ne pas perdre plus de temps avant l'arrivée des Bretons. On apprit bientôt, du reste, que ces derniers n'avaient pas quitté Châteaudun, comme l'affirmait la rumeur, aux grandes dames des Bourguignons. Toutefois, le roi, dont l'objectif prioritaire était la défense de Paris, était parvenu à bousculer suffisamment l'armée de Bourgogne pour s'ouvrir le passage jusqu'à sa capitale. Pendant la nuit du 16 au 17 juillet 1465, Louis ordonna de faire discrètement marcher son armée sur Corbeil. Pour tromper son adversaire, il fit allumer des feux de camp afin de mieux dissimuler sa manœuvre. Le lendemain matin, les Bourguignons constataient que l'armée royale s'était évaporée. À présent, la position de Louis XI demeurait fort critique, car rien ne pouvait plus empêcher la jonction des armées coalisées. Il ne restait donc au roi qu'une seule option, défendre Paris coûte que coûte, en espérant pouvoir vaincre les princes à l'usure.